Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, le Club Paname, édition 10, numéro 10. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Pour tous ceux qui nous écoutent chaque semaine, sachez que vous êtes dans mon cœur. Et pour tous les nouveaux auditeurs, il y a encore de la place dans mon cœur. Alors nous allons parler aujourd'hui du match du Paris Saint-Germain contre Angers, où le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-0, un match de qualité comme on n'en voit pas souvent. Et nous sommes aujourd'hui avec mes experts d'amour. Olivier, comment ça va? Tout va très bien depuis Angers. Basto, comment vas-tu? Tout va très bien depuis le début de la saison. Et mon ami Drayas qui m'a remplacé la semaine dernière. Drayas, comment ça va? Comme toujours, ça va à peu près. Drayas, je voulais te remercier de m'avoir remplacé. Je voulais remercier nos auditeurs qui nous ont écoutés la semaine dernière malgré un podcast dont la qualité était un petit peu en dessous par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Voilà, on est une équipe jeune et dynamique. On commence. Tout ça va aller mieux au fil des podcasts. Et je vous demanderai juste de croire en nous. Donc on va commencer tout de suite par parler de Angers PSG et la rubrique de l'amour. Basto, qu'est-ce que tu as aimé? On commence par toi dans ce match où le PSG s'est imposé 5-0 à Angers. Je pense que c'est un match qui vient conclure une semaine parfaite au niveau aussi bien des résultats que du jeu, avec même une montée en puissance entre Nice, Anderlecht et Angers. Un bloc de très haute qualité, une qualité de pressing assez importante aussi sur ce match contre Angers. Et je rappelle une phrase de Coco Ciodo qui disait « On juge le collectif d'une équipe sur la qualité de son pressing ». Donc là, on peut dire qu'on a eu un gros collectif, et pas que via le pressing, on a eu aussi des variations dans notre jeu encore, dues aux variations, aux permutations de nos joueurs. Je pense à Alves qui a beaucoup joué milieu, à Draxler qui a permuté avec Ravière, aux défenseurs qui accompagnaient les milieux et inversement. J'ai bien aimé aussi l'entame de match où on marque encore dans les 5 premières minutes. On a su répondre tout de suite aux défis physiques imposés par Angers. J'ai noté une petite stat, à la 20e minute, 80% des duels ont été gagnés par les Parisiens, ce qui montre qu'on était vraiment là dans l'attitude d'entrée de jeu. Donc voilà, un match exceptionnel, je pense, au niveau du plan de jeu. Merci Basto. Olivier, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Que du bien, je crois que c'est difficile de penser autre chose de ce match. Et pour prolonger la réflexion de Basto, je crois qu'on est dans la continuité du virage tactique qui est observé depuis la prestation décevante contre l'Olympique de Marseille. Fini le 7+3 déséquilibré, un collectif retrouvé, le pressing qui est bien initié par tout le monde, les récupérations hautes, les transitions rapides, et puis la capacité à allier enfin la maîtrise technique dans la conservation et le jeu en rupture. On a mis en évidence ces deux facettes de notre façon d'évoluer et qui se sont concrétisées par des buts en action placée, mais également des buts en contre-attaque. Et puis enfin, une efficacité tout à fait remarquable, puisque je pense que les 5 buts ont été marqués sur 7 occasions. Non, ça va être difficile de faire mieux que ce qu'on a vu samedi contre Angers. Merci pour ton intervention de qualité, Olivier. Je voudrais terminer par toi, mon ami Drayas. Qu'est-ce que tu as pensé qu'est-ce que tu as aimé de ce match? Alors, déjà, il y a un détail que j'ai absolument adoré, c'est Cavani qui sort, qui passe devant Emery et Carcedo et qui fait « Mais pourquoi vous m'avez fait sortir? C'est pas possible !» Puis qui va s'asseoir à 2 mètres auprès d'Alves et sur le plan de la télé, on voit juste après Emery qui se lève, on voit Emery qui se lève, qui passe à côté de Cavani, et les deux se font un check avec un sourire, quoi. Et j'ai absolument adoré cette séquence que j'ai trouvée sublime. Ensuite, j'ai aimé, comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé le milieu de terrain, tout simplement, les 3 joueurs. J'ai aimé la chevauchée de Cavani, j'ai aimé le bloc équipe, j'ai aimé l'implication de la première à la dernière minute, la variation des choix, la variation des possibilités pour le porteur de balle. J'ai aimé les centraux qui suivaient le bloc et s'autorisaient même parfois à démonter, comme Silva. L'intégration de plus en plus tôt de Lo Celso. On peut remarquer que depuis 2 matchs, Lo Celso, alors que Emery, c'était le cas sacro-saint, la 76e minute était quelque chose de sacré pour lui. Depuis 2 matchs, Emery fait ses rentrées à la 60e pour faire rentrer Lo Celso qui, donc, au fil des matchs, gagne de plus en plus de temps de jeu.
Et enfin, j'ai aimé la patte du coach qui commence vraiment à se voir, je trouve. Drayas, j'ai aimé ton intervention. Et très bien, je partage totalement vos avis. Je voudrais même rajouter, moi, on en parle, ce que j'ai envie de dire, on en parlera sur Cavani. Du coup, la rubrique, et celle-là, elle va être difficile, des qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Basto, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans ce match? Je rajoute juste un petit truc sur les GME qui n'a pas été dit et qui me semble important, c'est qu'il y a une scène, à 5-0, on attaque à 7 dans les 30 mètres adverses, donc ça montre vraiment notre nouveauté de continuer à attaquer tout le temps. Donc ce que j'ai pas aimé, j'ai dû chercher ce que j'ai pas aimé. Alors on a concédé un petit peu trop d'occasions, suite à des petites erreurs de marquage. Areola a été un peu trop sollicité. J'ai pas aimé Pastore qui est pas décisif, j'aurais bien aimé voir mon petit chouchou marquer un but ou faire une passe décisive. Et sinon j'ai pas compris le choix de Kurzawa titulaire à la place de Yuri. Voilà. Ok. Bref et concis. Seb, Drayas, ton avis? Alors moi, ce que j'ai pas aimé, c'est bien sûr très relatif. C'est-à-dire que c'était un match, je pense que c'est peut-être un des meilleurs matchs en termes de qualité de jeu produit que je vois depuis le PSG de QSI et peut-être que j'ai vu chez Paris. Mais dans la deuxième mi-temps, il y a trop de séquences où les deux, voire les trois, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, même Draxler, à quelques rares moments, Draxler a joué en 6, mais en gros, où les 3, 6-8, donc étaient tous les trois en position de 8. Et ça pouvait se justifier parce qu'on menait 3-0 et tout allait bien, mais à la 49e, il y a Angers il y a Moulin qui fait un changement et qui fait rentrer un quatrième homme au milieu en tant que milieu offensif. Et on n'a pas su s'adapter à ça tout de suite. Et donc on s'est retrouvé avec un milieu qui était trop projeté vers l'avant. Et en face un milieu de 4 joueurs qui tout à coup ont commencé à pouvoir trouver des possibilités un peu trop nombreuses de contre-attaquer. Et ça a eu notamment pour incidence, c'est quelque chose qu'on constate donc de la 49e a priori jusqu'à la 60e, 65e, où on n'est plus vraiment capable de faire du pressing et que notre pressing devient tout à coup le fait de faire une faute, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus sur le joueur en le pressant, on arrive sur le joueur pour faire faute, pour récupérer la balle, parce qu'on est pris de vitesse, parce qu'on n'a pas su s'adapter à l'évolution. On voit Emery qui replace les joueurs, on voit de temps en temps les joueurs qui le font, mais les joueurs continuent d'être aspirés vers l'avant et ne savent pas forcément se replacer. Et ensuite de ça, il y a une chose que j'ai un peu moins aimé. Non, en fait, c'est tout. Ok. Olivier? Moi, ce que je n'ai pas aimé dans ce match, pas grand-chose. Je répète, c'était un très bon match. Je n'ai pas aimé le flou dans le positionnement de Pastore. Pour moi, depuis l'OM et depuis l'absence de Mota, notre milieu à 3 est en train de devenir petit à petit un milieu à 2. Sans sentinelle, puisqu'il n'y en a pas d'autres dans l'effectif. Et ça m'a semblé ressembler à un double pivot, ce que j'ai vu à Angers, où Marco et Rabiot apportent offensivement à tour de rôle, plutôt que de se spécialiser dans une tâche offensive ou une tâche défensive, avec de très bonnes permutations et alternances. Et c'est d'ailleurs ce que Marco a dit dans son interview d'après-match, qu'il essayait de trouver cette alternance avec Rabiot, qui lui a besoin de se projeter et trouve dans cette formule une meilleure utilisation de son talent. Pour moi, le 4-3-3 est en train de mourir et va laisser sa place au 4-2-3-1. Dès lors, pourquoi placer Ravière sur le côté gauche? Il y a été perdu, n'a jamais trouvé sa place, surtout temps. Il aurait évolué en 10, flanqué de Draxler à gauche et de Mbappé à droite. Il aurait été vraiment utilisé dans son meilleur rôle. J'ai trouvé qu'une fois de plus, dans ce schéma tactique, Emery n'allait pas tout à fait au bout de l'idée. Très bien. Est-ce que je peux revenir sur ce que dit Olivier? Oh là là, je sens que mes experts sont en train de bouillir chez eux. Je vous relâche, mes amis. Allez-y, débattez. Alors, sur Pastore, je partage le fait que Pastore n'arrivait pas à trouver sa place en première mi-temps, mais c'est beaucoup plus discutable en deuxième, où justement il a commencé à être au niveau. Et ensuite de ça, j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que Draxler s'est projeté 2 fois, je crois, dans la surface. Rabiot s'est projeté, lui, 1 fois. Verratti s'est projeté 1 fois. On a vu parfois, c'est vrai que c'est des séquences qui sont plus rares, avoir
avoir Verratti et Rabiot qui étaient en 8, et pour le coup c'était Draxler qui était en 6. C'est plus rare, Draxler va beaucoup moins souvent prendre le poste de 6, mais des fois on voit que Draxler est à gauche, des fois on voit qu'il est à droite, et pour moi justement ce milieu à 3 offre une unité qu'on a rarement vu à Paris dans un milieu. On avait un très très bon milieu avant, mais on avait un milieu qui était statique et statique en bas. Là, on a un milieu qui est mobile où justement les joueurs permutent. Alors c'est sûr qu'on découvre plus souvent Verratti et Rabiot en 6 que Draxler, mais Draxler fait aussi sa patte, fait aussi son travail. On peut notamment constater concernant Draxler qu'il y a des énormes progrès sur les duels où avant il avait peur et maintenant il commence à aller au duel et récupérer de la balle. Et donc moi je vois pas du tout un milieu à 2, mais je vois concrètement un milieu à 3. Pareil, je vois complètement un milieu à 3 avec juste des permutations entre les trois, comme a dit Draya. Je vois absolument pas un 4-2-3 personnellement. Olivier? Oui, bah écoute, je persiste dans ce que j'ai cru voir à Angers, et il me semble qu'il n'est pas logique, si on veut absolument conserver un milieu à 3, il n'est pas logique d'y faire évoluer deux joueurs qui ne sont pas à leur place. Rabiot n'est pas un numéro 6, pourquoi s'obstiner à le faire jouer numéro 6? Et Draxler n'a jamais ou très rarement évolué en relayeur gauche. Laissons Draxler, laissons les joueurs là où ils sont mieux. L'évolution du football que j'ai envie de voir à Paris, c'est l'évolution qu'est en train de montrer Guardiola à Manchester City. Il joue avec un milieu défensif, 5 joueurs offensifs. Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui, alors que Mota est notre seul sentinelle, de continuer à jouer à 3 et seulement 3 attaquants? Est-ce que c'est pas le moment, justement? Donc Draxler n'est pas un attaquant. Est-ce que je peux finir ma démonstration? Vas-y. Est-ce que c'est pas le moment de passer à un milieu à 2 où semble s'épanouir de plus en plus Marco et Rabiot, et donc de laisser Draxler dans sa meilleure position, qui est sa position dans le côté gauche offensif. Et Neymar, tu le mets où? Pardon? Neymar, tu le mets où si tu mets Draxler à gauche? Alors, va se poser effectivement la question de la position de Neymar en 4-2-3-1, et Neymar est de toute façon un joueur qui aime évoluer libre et qui va jouer dans l'axe en numéro 10, très libre, dans cette attaque à 3 personnes, avec Draxler à gauche et Mbappé à droite. Ok, on n'est pas d'accord. C'est le but du débat et du podcast. Moi, je note une chose, c'est très marrant que tu cites Guardiola pour parler de 6 et de position arrêtée. Et pourtant, je suis vraiment pas un fan de Guardiola, mais c'est pas tellement pour des raisons footballistiques, c'est pour un petit peu autre chose. Mais Guardiola est vraiment le coach qui a marqué avant les joueurs avaient un poste et maintenant ils ont plus un poste. Et chaque joueur est utilisé à de multiples postes. Et c'est ce qu'on voit aussi à Paris, où avant on pouvait constater que les avants ne descendaient pas. Maintenant ils font les efforts. Et d'une manière générale, ce milieu, il évolue un peu à tous les postes. Il n'y a plus de postes modernes. Il n'y a plus de poste figé. Mais on va écouter Yvan et on va enchaîner. Très bien, mes amis. On clôt ce débat et on passe à votre rubrique préférée, les tops et les flops. Qu'est-ce que vous en dites? On va commencer par toi, Olivier. Olivier, donne-moi, allez, aujourd'hui, lâche-toi. 3 tops, 3 flops, fais-toi plaisir. C'est open bar. En premier, mon premier top, c'est l'équipe. Tant il me semble difficile de dissocier l'ensemble, parce qu'ils ont vraiment évolué de la façon collective dont on a envie de les voir évoluer. Si on veut quand même ressortir des individualités, je dirais Rabiot, que je trouve épanoui dans ce nouveau rôle de milieu de terrain à 2 avec Marco. Draxler, parce qu'il est toujours très juste dans ses choix, dans son positionnement offensif, et comme l'a dit Drayas, il prend de plus en plus son rôle défensif à cœur. Et puis, bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est Cavani. Et je crois que c'est ce qui résume le plus Cavani, c'est l'extraordinaire action sur son deuxième but, où on voit toutes ses qualités avec cet esprit collectif de sacrifice pour effectuer un repli défensif de 80 mètres permettant de récupérer la balle, et sa capacité ensuite à avaler les espaces pour refaire immédiatement une autre course de 80 mètres vers l'avant, pour recevoir le ballon en profondeur et marquer avec une frappe atomique. Grinta, capacité physique hors norme, je ne vois pas aujourd'hui d'équivalent dans ce registre parmi les autres attaquants du monde. Très bien. Est-ce que tu as des flops, Olivier? Alors les flops, oui, il y en a quand même un, c'est le côté gauche, Kurzawa Pastor.
Pastore, je l'ai dit, parce que son positionnement ne me semble pas adapté à ses qualités. Et puis parce que Kurzawa ne l'a pas vraiment aidé dans l'animation de ce côté gauche, surtout quand on compare avec le duo magnifique Alves-Mbappé de l'autre côté. Et comme Basto, je comprends toujours pas pourquoi Kurzawa a été préféré à Berchis pour ce match, alors qu'il continue à être décevant. Et le deuxième flop, c'est Pastore, mais c'est pas entièrement de sa faute, parce qu'on aurait voulu le mettre en difficulté, qu'on ne s'y serait pas pris autrement avec son positionnement. Ça m'a rappelé les mêmes erreurs en début de saison avec les positionnements de Draxler à droite. Côté, il a toujours été en difficulté. Très bien. Merci Olivier pour cette intervention. Maintenant, je me retourne vers Draias. Draias, tes tops et tes flops, vas-y. Bon, Cavani a déjà été pris, je dirais juste que l'action à laquelle il faisait référence, c'est le genre d'action à faire de Cavani, au-delà d'un des princes du parc, un des rois du parc. Moi, en top, je mettrais le milieu Rabiot-Verratti, et particulièrement Rabiot. Il y a une dimension sur Rabiot que je trouve qu'il n'a pas été assez dite, c'est le positionnement de Rabiot dans les phases de jeu sans ballon, où il était systématiquement au cœur du jeu et au cœur des trous. Et on pouvait noter quelque chose de vraiment très bon. C'est le fait qu'il ne se jetait pas systématiquement. Il attendait systématiquement le bon moment pour intervenir. Et vraiment un jeu sans ballon d'une intelligence remarquable où on a vu qu'il, par exemple, il replaçait Mbappé, il a replacé Draxler, un patron, quoi. Ensuite, je parlerai de Alves. En 2 mots, Alves est un métronome décisif. Et enfin, juste pour le troll, je mettrai en top Bravo. Daniel Bravo, qui passe son temps à se contredire et qui était complètement perdu au regard de la performance de Paris. Et il a notamment déclaré les Angevins essayent, ils jouent bien, ils devraient y arriver. Et pour quelque chose comme 10 minutes après, déclarer les Angevins sont complètement intimidés, ils osent pas. Enfin, il était complètement perdu, quoi. Et alors maintenant, si je parle des flops, j'ai pas envie de parler de Kurz parce qu'on en parle trop souvent. D'abord un flop très relatif, la charnière centrale. Silva a loupé un nombre de duels de la tête, alors que normalement c'est un de ses points forts, qui est impressionnant sur ce match. Et Kim a souvent été battu dans les 1 contre 1 sur les côtés, alors que normalement il s'en sort bien mieux. Mais encore une fois, c'est très relatif parce que la charnière centrale a été performante. Et le deuxième flop, c'est un flop anticipatif. C'est le prospect d'un match qui serait joué avec Neymar, qui serait moins bon. Et les critiques qui ressurgiraient tout de suite. Parce que chez Emery, tout est un processus. Et l'intégration de Neymar est aussi un processus. Et on va attendre... je t'en prie, s'il te plaît. Alors moi, Aouh! Mais qu'est-ce que vous faites? Vas-y, fini. Alors moi, mes tops, c'est aussi Rabiot, parce que contrairement à ce que pense Olivier, pour moi, c'est vraiment son meilleur poste. Et il est pas gêné en étant dans ce rôle de 6 moderne, puisqu'il permute sans cesse et il a la liberté de se projeter. Donc il est très à l'aise dans ce rôle-là. Et mon deuxième top, qui n'a pas encore été cité, ce sera Mbappé, qu'on a retrouvé en jouant simple, qui a des gestes de classe, notamment ça passe pour Cavani, qui est une petite merveille. Il ouvre le score en vraie position 9 et il conclut la soirée, encore une fois, avec sa pointe de vitesse et l'intelligence pour conclure. Et en flop, c'est un flop qui aurait pu être flop, mais qui pour moi ne l'est pas. C'est Pastore. Oui, il a été trop timide, oui, il a été peu trouvé, mais on n'a pas souligné l'intelligence de ses déplacements entre les lignes. À chaque fois, il se plaçait entre les lignes angevines, et c'était impossible pour Angers, du coup, de relancer proprement, puisqu'il venait gêner à chaque fois la relance avec cette intelligence de déplacement. Merci Basto, je vais faire les miens. En top, je vais mettre Alves, qui m'a bluffé sur ce match, qui est une recrue dont on n'a rien payé pour lui, et il est magnifique. C'est, à son âge, être encore aussi performant, je sais pas à quoi dire. Pour moi, c'est le meilleur latéral droit des 10 dernières années, quoi. C'est super impressionnant. Je vais continuer avec mon petit chouchou, mon petit Marco qui revient très très fort, Marco qui me fait plaisir, Marco qui me fait ressentir l'amour que j'avais pour lui au début, cette hargne italienne, cette justesse, cette manière de garder la balle je l'aime, quoi, c'est de l'amour. Et enfin, on va terminer par Cavani, voilà, on en fait beaucoup sur Mbappé et Neymar, qui sont les 2 recrues stars, mais pour moi, la star de cette équipe,
dans tous les matchs, c'est Cavani. Cavani qui pour moi est aujourd'hui peut-être le meilleur neuf du monde. Et on s'y attendait pas. Et c'est beau. Et pour les flops, je vais juste donner Kurzawa parce que j'avais l'impression de voir un ballet en fait. Le match était tellement beau que j'avais l'impression d'être au Théâtre National de Prague et de regarder des danseuses classiques faire quelque chose de millimétré où toutes les danseuses savent exactement ce qu'elles vont faire. Et c'est ce que j'avais l'impression de voir avec ce Paris Saint-Germain, sauf Kurzawa, qui est un peu la danseuse qui a été un peu pistonnée, qui est là, on sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est mon seul flop, même si Pastore Pastore, ça fait longtemps qu'il a pas fait un match comme ça. Mais il a pas fait un très bon match, mais j'ai aimé quand même, et je le mettrai pas flop pour Basto. Et mon dernier flop, ça sera Aurier pour ses déclarations dans les médias où le mec est carrément dans un autre univers où il se prend justement pour Daniel Alves, et on voit largement la différence entre le vrai meilleur latéral du monde et le faux meilleur latéral de la galaxie. Ça vous va les gars? Parfait. Nickel. Impec. Eh ben mes amis, nous passons au grand plan. Et nous allons faire un gros plan sur Edinson Cavani. Que grand jugador. Il nous régale en ce moment. Il en est à son 101e but au Paris Saint-Germain. Basto, pour toi, où est-ce que Edinson va aller? 101e but, il me semble, c'est qu'en Ligue 1 en plus, je suis pas sûr. Mais... Oui, en Ligue 1. En Ligue 1. Eh ben, jusqu'où il va aller, c'est la question qu'on se pose tous, parce qu'on se demande, est-ce qu'il peut aller encore plus loin? À chaque fois, on se pose la question, et il arrive à dépasser les limites de ce qu'on pense possible. Il a une régularité qui est monstre. J'ai noté ça depuis que Unai Emery est au PSG. Cavani n'a pas passé plus de 3 matchs de suite sans marquer. Donc il n'a pas de trou, il est là tout le temps, alors qu'il avait tendance au début de sa carrière, et même les premières saisons au PSG, à passer quelques mois... quelques semaines et quelques matchs sans marquer. Ce n'est plus le cas. Il est à 9 buts du record d'Ibrahimovic. À ce rythme-là, il sera battu avant la trêve, et je pense que beaucoup de supporters seront contents que Cavani passe devant Ibra dans ce classement, puisqu'il a une attache émotionnelle avec nous, les supporters. Et ce match contre Marseille, je pense que ça lui a peut-être donné encore plus confiance, qu'il a pris plus de poids encore dans le jeu et dans le vestiaire. On le voit avec de moins en moins de déchets dans le jeu, notamment à une touche où il est assez intelligent et intéressant. Donc oui, voilà, Cavani est en train de devenir un leader malgré Neymar et Mbappé. Il fait sa place et il est en train de devenir le chouchou du parc et de Paris. Olivier, un petit mot sur Cavani? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Cavani? On est toujours surpris par ce joueur qu'on connaît, dont on connaît les limites techniques, mais qui enthousiasme par sa volonté. Il n'y a jamais un ballon anodin pour Cavani, il n'y a jamais un ballon perdu, il n'y a jamais un ballon qu'on ne peut pas aller discuter. Il est capable de se dépouiller pour l'équipe dans des replis défensifs, alors qu'on peut le déplorer parfois un petit peu pour les deux stars de devant, même si Mbappé a beaucoup dépensé, je trouve, contre Angers. Et puis, il a cette efficacité en une touche qui en fait, là aussi, encore une exception. C'est pas un buteur avec lequel on va construire le jeu, c'est pas un buteur à qui il faut demander de dribbler dans la surface, mais c'est un garçon qui, lorsqu'on lui donne une balle exploitable, en vitesse, va être capable de la mettre au fond avec des frappes d'une très grande pureté. Et c'est un bon tireur de coup franc, c'est un bon tireur de penalty, donc il a un bagage qui est complet. Moi, je ne vois pas de limite à Cavani actuellement, je pense qu'il peut aller encore beaucoup plus haut. Surtout si, ce qu'on a pu déplorer un petit peu en début de saison, ces deux acolytes de l'attaque jouent un petit peu plus avec lui et essayent de le mettre un petit peu plus en meilleure position. Mais c'est un joueur extraordinaire. Merci Olivier. Draya, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tes deux compères? Tout à fait. Bien, j'ai Anderlecht. J'étais au parc et c'est vers la 87e. Cavani tente un but et la balle passe 3 mètres au-dessus au-dessus du but. Et il y a le parc qui commence à chanter Cavani, Cavani, Cavani. Ce joueur et contrairement à vous, pour moi c'est plus l'impression du travail que du talent ce qui ressort. Donc j'aurais tendance à dire ce joueur à force de travail est en train de devenir le roi du parc, peut-être l'équivalent d'un
Voilà, j'ai oublié pardon, excusez-moi, de l'équivalent d'un Paoletta, et c'est un grand joueur. Et j'aimerais juste ajouter que même si effectivement il a une certaine maladresse dans les 30 derniers mètres, on le voit, il comprend le sens du jeu, et de temps en temps il a des déviations qui sont superbes pour ses partenaires. D'ailleurs, le public d'Angers ne s'est pas trompé, il a applaudi à sa sortie, ce qui est assez rare. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'ai envie de poser une petite question comme ça à toi, Olivier, et puis à vous ensuite. Comment ça se fait que Cavani, qui était pas loin d'être considéré comme une chèvre, il y a 2 ans, même il y a 3 ans, est aujourd'hui à ce niveau-là, Olivier? Comment est-ce que tu arrives à l'expliquer? Est-ce que pour toi, Emery est un très grand entraîneur? Bon, je vais répondre à la question parce que je suis sport. Je pense qu'Emery n'a absolument rien à voir dans le talent, dans l'expression du talent de Cavani. Ce talent, il l'a depuis toujours. On l'a connu à Naples, où il a été un grand buteur avec des statistiques exceptionnelles. L'organisation du jeu de l'équipe, l'effectif de l'époque, a empêché l'association que moi je rêvais de voir dans le PSG de blanc, c'est-à-dire une association Cavani 9 et Ibra 9,5. Je pense qu'ils avaient tout à fait la possibilité de jouer comme ça. Cavani a été un peu sacrifié sur l'autel de l'occupation du côté gauche, du repli défensif, il a souffert un petit peu de l'envers de ses qualités. L'année dernière, il a été replacé dans l'axe, sa position naturelle, la position où il devait briller, et il a brillé, d'autant plus que c'était un peu le désert autour de lui. Les autres attaquants n'étaient pas très efficaces dans une équipe qui a globalement peiné. Aujourd'hui, il s'épanouit parce que le jeu de l'équipe est devenu vraiment collectif et mature. Et voilà, je pense que Cavani a ce talent. Il faut qu'il ait les circonstances et puis les occasions de l'exprimer. Et il a ce talent, quels que soient ses entraîneurs. Merci à toi, Olivier. Basto, est-ce que tu partages l'avis d'Olivier? Oui, Cavani à Naples était déjà très fort, tout ce goléador qu'on voit ici. Par contre, je pense que la confiance d'Unai est un vrai moteur aussi. Ce sont deux individus qui partagent la valeur du travail, du sacrifice. Et on sait que Cavani est un des grands soutiens d'Unai dans le vestiaire. Et Cavani n'hésite pas à dire d'ailleurs que la confiance d'Unai l'année dernière, après le match contre Arsenal où il avait raté un nombre incalculable d'occasions, avait été très très importante, et il avait envie de se battre pour Unai derrière. Donc je pense qu'il y a aussi la confiance du coach qui joue dans sa forme actuelle. Draias, tu es plutôt Basto ou plutôt Olivier? Rien à ajouter, je suis complètement d'accord avec Basto. Eh ben très bien. Juste une question, vous répondez par oui ou par non. Allez, une phrase maximum, mais on va pas épiloguer, c'est juste j'ai envie de poser ça comme ça. Mes amis, Olivier, on va commencer pour toi. Est-ce que Cavani est-il le descendant de Paoletta? C'est pas le même jeu que Paoletta. Sûrement la grinta de Paoletta, mais je pense que Paoletta est pas le même type de buteur. C'est un buteur qui est sûrement un peu plus complet dans le jeu, mais il a pas ses frappes en première intention, comme ses fulgurances, comme peut l'avoir Cavani. C'est 2 immenses buteurs, 2 très grands joueurs historiques du PSG, mais avec des qualités différentes. Toi, Basto, est-ce que tu penses que Paoletta, dans le cœur des Parisiens, aura-t-il la même place que Cavani? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est le descendant? Non, comme a dit Olivier, pas descendant du jeu, mais oui. Mais j'allais dire justement que dans les cœurs parisiens, il devient le successeur. Oui. Et Draias, t'en penses quoi? Pour respecter les contraintes, oui. Merci à toi. Très très bien, nous clôturons sur le match PSG Angers, et je vous propose de faire un petit bilan, comme c'est la trêve et qu'on déteste ça, de faire un petit bilan du PSG sur ce qu'on a vu et ce qu'on voit. Comme je suis statisticien de métier, que vous savez, dans la statistique, bienvenue collègue. Il y a des données quantitatives et qualitatives. Basto le sait bien car nous faisons le même métier. On va faire une petite analyse quanti et une petite analyse quali. Donc, messieurs, 12 matchs, 10 victoires, 2 nuls, 40 buts pour 8 contre en L1, 4 matchs, 4 victoires, 17 buts pour 0 contre en Champions League, soit un total de 14 victoires, 2 nuls, 11 clean sheets en 16 matchs, 57 buts pour 8 prix. Qu'est-ce que vous pensez de ce bilan comptable, Draias?
Voilà, au niveau des chiffres, il y a effectivement un nombre de buts, par exemple, en Ligue 1 qui est tout simplement phénoménal. On est sur des bases qui sont, si on nous projette dans le futur, on va battre le record historique de la Ligue 1 qui est de 118 buts par le RC Paris en 1960, je crois. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que voilà, si on regarde les buteurs, on regarde Cavani 13, Neymar 7, Mbappé 4, Meunier 3, Drax et Gravière 2 et la foule des 1 but. Alves 2. On voit peut-être Alves 2, mais ce qu'on voit, c'est que grosso merdo, la ligne de 3 devant a marqué les 2 tiers des buts. N'a marqué que les 2 tiers des buts. Et que ça frappe d'absolument partout. Ça frappe des défenseurs, des buts qui viennent des défenseurs. Et encore, on sait que par exemple Marquinhos et Silva sont coutumiers du fait de mettre leurs buts dans la saison. Ils ne l'ont pas encore fait. C'est les latéraux qui mettent des buts. Enfin, grosso merdo, à la fin de la saison, il n'y aura que le goal qui n'aura pas mis de but au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est formidable. Qui sait? Pour ce qui est de la Ligue des Champions, c'est juste jamais arrivé. Le précédent record, c'était Dortmund. Dortmund avait 21 buts après 6 journées, mais un goal average de plus 12. Pour l'instant, on a un goal average de 17 après 4 journées. C'est du jamais vu. Et on est premier en possession, c'est aussi ce que j'ai vu, 63%, mais c'est à prendre avec un peu de distance, parce qu'en fait, si on regarde sur les 3 derniers matchs, on a plus flirté avec les 60%, voire descendu un peu des 60%. Et on a une équipe du coup qui renonce un petit peu à la possession. On a beaucoup plus d'attaques rapides avant, mais malgré tout la possession. C'est-à-dire qu'on varie, ça indique une importante variation des circuits de jeu au sein d'un même match. Voilà. Basto, qu'est-ce que tu peux me dire toi sur ce bilan comptable? Alors déjà, je vais faire une petite modification. On a 17 matchs, puisqu'il y a le trophée des champions que tu as oublié, qu'on a gagné contre Monaco. Ce qui fait une victoire de plus dans le bilan. Et j'ai noté deux petites stats. On a marqué dans les 5 premières minutes pendant 6 matchs. Donc un tiers de nos matchs où on marque dans les 5 premières minutes, ce qui est très intéressant aussi. L'idée qu'on attaque très fort, ce qui est assez nouveau au PSG, du moins sous QSI. Et sur nos 18 matchs, il y a 12 matchs où on a marqué au moins 3 buts. Voilà. Olivier. Le bilan comptable est tout. Et effectivement, on a déjà fait par le passé un début à 2 matchs, 10 victoires, 2 matchs nuls, mais on n'avait jamais atteint une telle qualité de réalisation offensive. Je crois que c'est ça qui est le fait marquant de cette année. Bon, bien sûr, il y a l'apport de Mbappé, il y a l'apport de Neymar, mais comme l'ont dit mes petits camarades, c'est une équipe qui globalement le danger peut venir de partout, avec des latéraux qui ont beaucoup marqué. Et donc ça c'est quand même très intéressant. Et sinon, le parcours en Ligue des Champions, et on avait 2 adversaires qui étaient des adversaires tout à fait à notre portée, mais il y avait le gros morceau contre qui on va disputer la première place. Et là aussi, la démonstration, elle est sur le plan des chiffres extrêmement parlante. 3-0 contre le Bayern, c'est quand même pas tous les jours que ça se passe. Donc tout ça montre que l'équipe a changé, le profil de l'équipe a changé et que ça se traduit dans les chiffres. On va voir maintenant si ça se traduit dans la manière, mais je pense que les deux sont un peu liés. Merci à toi Olivier. On va passer à l'étude un peu quali. Vous savez, tout à l'heure je vous parlais d'un PSG artistique, d'une sorte de ballet. Est-ce que vous ressentez ça aussi, ou est-ce qu'il y a que moi, Basto, toi, est-ce que tu as cette impression de regarder un beau film des années 50, un beau western avec Clint Eastwood? On l'a eu cette semaine surtout, je pense que les 3 matchs qui viennent de se dérouler, on a eu ça avec enfin tous les joueurs qui sortent de leur zone de fonction, et avec toutes ces permutations et variations dans le jeu qu'on voulait voir, alors qu'avant c'était un peu plus fouillis, avec notamment des déséquilibres. Mais espérons que ça continue. Ok. Olivier, est-ce que tu as cette impression d'un beau ballet? Je crois, comme le dit Basto, qu'il faut distinguer 2 parties dans on a 12 matchs, hein, donc les premiers matchs et puis les 3 derniers. Et il y a vraiment un virage important après Marseille. Avant Marseille, ça n'a pas été si facile que ça. Il y a eu, on a eu les deux faux pas, Marseille et puis Montpellier. On a eu des matchs, on a été à Lyon sauvé par 2 buts contre leur camp. Il y a eu les 2 réalisations de Meunier. Il y a eu les matchs dans les 10 minutes. Donc l'équilibre a été beaucoup plus difficile que ne le disent les chiffres à trouver en première partie. Et là, depuis 3 matchs, là, on a l'impression de voir une équipe tout à fait différente, une équipe collective, une équipe beaucoup plus où les lignes sont beaucoup plus proches les unes des autres,
où les joueurs peuvent se libérer, permuter. Là, il y a deux visages très différents du PSG. Et effectivement, puisque je vois que tu es sur les balais tchèques, il y a effectivement un petit corps de ballet qui se met en place beaucoup plus harmonieusement dans les 3 derniers matchs. Merci à toi, Olivier. Et Drayas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Déjà, il n'y a pas eu le 7-3 tout le début de la saison. Il y a eu des premiers matchs qui étaient dans l'héritage de la deuxième moitié de la saison précédente. Et ensuite de ça, il y a eu le 7-3, le fameux 7-3 avec les 3 attaquants complètement isolés, mais d'une manière complètement caricaturale. Et il y a eu enfin les 3 derniers matchs dont tout le monde parle. Et ce que j'ai envie de développer par rapport aux 3 dernières places, c'est qu'on est capable de tout en fait. On peut contre-attaquer, on peut développer une attaque passée, on peut temporiser, on peut chercher l'axe, on peut chercher les couloirs. Et comme en plus de ça, on a un bon pressing, des fois on récupère la balle avec un temps d'avance, et comme on a une palette, sur ces 3 derniers matchs, une palette de choix possibles qui est quasi infinie pour l'attaquant, c'est impossible de se dire « Ah bon, ils ont récupéré la balle, donc ils vont faire ça ». Les défenseurs ne peuvent pas savoir quel va être notre prochain move. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire sur ces 3 derniers matchs. Je suis totalement d'accord avec toi. toi. Et ensuite, après, je pourrais développer, mais je préfère garder pour quand on va faire le focus sur le maillon fort, selon nous, du PSG, où je me permettrai de développer plus avant. Eh ben, on va le faire tout de suite, Drayas. Et j'ai envie de vous poser cette question. On a fait beaucoup d'éloges sur le jeu du PSG, mais j'ai envie qu'on fasse un petit tour de table et que vous me disiez chacun, pour vous, qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui est la force de ce PSG, et puis un nouveau tour de table pour qu'est-ce qui est pour vous l'axe d'amélioration sur ce PSG. Donc on va commencer par toi, Seb, qui avait envie d'en parler. Qu'est-ce qui est pour toi la force du PSG aujourd'hui? Alors, plus que la force, mais je retiens le terme enfin, en gros, je veux parler moi d'Emery. Et je veux parler du 7-3. Et quand je parle du 7-3, je parle bien sûr des 3 attaquants isolés du reste de l'équipe. Et avant de parler du 7-3, j'ai envie de parler des corners l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on jouait les corners à 2. Et on n'arrêtait pas de le faire. Et en tant que spectateur, on était en train de désespérer de le faire. Et c'était hallucinant. Et ça se répétait. Et ça a bien duré 3-4 mois. Et tout à coup, en deuxième partie de saison, on est devenu, je crois, la meilleure équipe sur corner, l'équipe la plus efficace sur corner. Et ça m'évoque ça, moi, le 7-3. Et au-delà, si on regarde l'historique d'Emery, à chaque fois en première partie de saison, il tente des trucs, mais il les pousse jusqu'à la caricature, jusqu'au point à ce que ce soit ridicule, pour qu'en deuxième partie de saison, on en profite. Et là, on a vu ce 7-3, et ce 7-3, mais il était... La simple fait d'avoir des équipes coupées en deux, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Mais d'avoir des équipes coupées en deux à ce point-là, il y avait parfois littéralement 50-60 mètres entre la ligne de milieu et la ligne d'attaque. C'était poussé à son paradoxisme, c'était poussé au ridicule. Et j'en arrive à me demander si ce n'était pas tout simplement une intention du coach pour faire travailler, alors je vois que je viens de faire tousser Olivier, mais une intention du coach pour faire travailler justement, pour obliger les 3 joueurs de devant à jouer ensemble, pour les mettre dans une situation où ils étaient obligés de jouer ensemble. Parce que avoir un tel espace entre la ligne du milieu et la ligne de devant, vous pouvez regarder 25 équipes qui ont des problématiques de blocs coupés, vous ne verrez pas avec une telle distance. Et le fait est que depuis 3 matchs, on rejoue en bloc. Et il y a des mouvements entre les 3 de devant qu'on n'aurait pas forcément vu en début de saison. Et moi, j'ai envie de croire en Emery, j'ai envie de croire que Emery, ça va être le maillon fort du PSG. Je peux me tromper, on va voir. Peut-être que quand Mota va revenir, toutes mes théories vont tomber. Mais j'ai envie de croire que Emery, c'est le mec qui analyse, qui prend le temps de recevoir, qui prend le temps de communiquer, qui fait travailler des points très spécifiques pour que ça débloque des choses. Et derrière, grâce à son travail, on peut profiter d'un ballet de danseur, comme tu disais si bien, Jimmy. Merci à toi, Drayas. Merci pour cette lettre d'amour à notre coach basque. Olivier, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu es d'accord avec Drayas? Je pense que oui. Je suis admiratif du numéro d'équipe extraordinaire auquel Drayas vient de se livrer pour nous faire croire que tout ça est calculé. Je crois que dans la vie, il y a un équilibre à trouver entre la croyance et la raison.
Alors là, il est manifestement totalement dans la croyance, qui se définit par l'irrationnel. Et moi, je suis plutôt sur la raison. Où je suis, enfin, le 7-3, pour moi, c'est comme il l'a dit, c'est pousser jusqu'au ridicule la non-compréhension des forces de son équipe et qu'il lui ait fallu d'attendre les 3 derniers matchs pour pouvoir arrêter cette mascarade qui a quand même été exceptionnelle contre Marseille. Et c'est même pas un choix volontaire. Ce choix découle du simple fait que Mota, qu'il a titularisé, même blessé contre Marseille, Mota n'était plus utilisable. Donc, il a été obligé de construire un autre milieu, et ce milieu, miraculeusement, s'est retrouvé capable de donner un autre visage à cette équipe. Je crois que on ne peut pas analyser ce début de saison sans le rapprocher de ce qui s'est passé au mercato. Au mercato, il s'est passé des mouvements négatifs au niveau du milieu, puisque 2 joueurs sont partis et n'ont pas été remplacés, et des mouvements très positifs au niveau de la ligne d'attaque. Ça nécessitait de réfléchir au nouveau profil de l'équipe et de mettre en place un système de jeu qui tire le mieux parti des nouvelles forces qu'on avait à notre disposition. Et effectivement, ces trois derniers matchs ont montré qu'on était enfin capable de sortir du schéma tout possession vers un schéma capable d'allier la possession grâce à un milieu de terrain très différent, qui joue beaucoup plus haut. J'adore Mota, mais malheureusement Mota joue aujourd'hui à la hauteur de ses défenseurs centraux. Un milieu qui est beaucoup plus haut, qui comble cet espace ridicule qu'il y avait avec les attaquants, avec des projections, avec des permutations. Et ce milieu est à la fois par son pressing capable de récupérer des ballons, de les gérer quand il y a besoin de les gérer, et quand il les récupère, de se projeter très rapidement, soit humainement, soit par des passes, pour se servir de la qualité principale de nos attaquants, qui est une qualité de jeu en rupture. Voilà effectivement ce que l'on attend du PSG aujourd'hui, mais je suis obligé de constater qu'il a fallu tout ce début de saison avant qu'Emery ne s'en aperçoive, et que ce choix n'est même pas un choix volontaire, c'est un choix obligé par les circonstances. Et j'attends malheureusement de savoir comment ça va se passer avec le retour de Mota, et si Mota est titularisé, quel est celui des 3 qui va faire les frais de cette titularisation. Merci à toi, Olivier, c'était magnifique. Basto, est-ce que tu es plus Drayas ou plutôt Olivier? Je suis évidemment plus Drayas, et vous le savez. Pour aller dans son sens, je vais dire quelques déclarations. Il y a Isco qui jouait pas beaucoup sous Unai à Valence, mais qui a dit: si j'ai appris vraiment une chose d'Emery, c'est que les détails ne sont pas le fruit du hasard. Il y a une phrase de Meunier l'année dernière en début de saison qui dit: on travaille des détails jusqu'à caricature pour qu'ensuite les intégrer dans un ensemble plus cohérent. Et il citait l'exemple des corners, et il y a un spécialiste des corners qui disait que travailler les corners à 2, c'était pour travailler le déplacement des joueurs à la réception de la balle. Donc je pense aussi que le fait de les tirer à 2 était tout à fait voulu et très travaillé, et donc le 7+3 possiblement aussi. Maintenant, moi, mes maillons forts que j'ai notés 2 joueurs qui sont pour moi responsables, notamment de la vraie nouveauté dans notre jeu, c'est Draxler. On a enfin un profil 10 au milieu. Lui aussi a cette intelligence comme Pastore de pouvoir se placer entre les lignes adverses et donc de les gêner à la relance. Puis avec ballon, il a tout, rapidité, fluidité, changement de rythme. Il arrive à tout gérer. On a enfin ce profil-là au milieu, ce qu'on n'avait pas. Et Daniel Alves, lui aussi, par rapport à ses variations, je pense que son match contre Angers résume qui il est. On le voit aussi bien centré sur son côté droit, à son poste naturel, relancé en tant que 6, venir jouer relayeur. Il fait même une passe quasiment en numéro 10 pour Draxler à Angers. Donc il sort de sa zone de fonction et il vient apporter des solutions constamment pour permettre la fluidité du jeu. Donc pour moi, c'est les 2 maillons forts de l'équipe actuellement. Merci à toi, Basto. Alors on va passer tu vas ajouter quelque chose, Drayas, en 2 minutes? Un deuxième tour de table. Déjà, juste dire une chose, je ne vois pas pourquoi la projection m'appartiendrait et la réalité appartiendrait à Olivier. Et je ne suis pas sûr de savoir ce qui permet à Olivier d'être capable d'être aussi affirmatif pour dire que c'est lui qui détient la réalité. Moi, juste une question, effectivement, les corners, comme disait Basto, et au-delà, qui n'a pas vu les corners jouer à 2 en première partie de saison, et qui a vu, dans les faits, il se trouve qu'on était la meilleure équipe sur corner en deuxième partie de saison. Pourquoi systématiquement vouloir refuser le crédit à Emery? Maintenant, j'aimerais juste dire une chose, c'est que justement avec Emery, le problème, c'est que la majorité voudrait que cela soit tout de suite. Mais tout chez Emery est un processus. Il intègre les données, les digère, puis fait évoluer son équipe ensuite. Il l'avait montré à Séville, l'a montré la saison passée, et semble encore le remontrer cette saison. Il y a un moment où peut-être on peut se dire que ce coach est capable.
Très bien. Olivier, est-ce que tu peux répondre à Andreas en 2 minutes maximum? Ben, je voudrais tout d'abord m'excuser que Groyet mettait en C'est bien, on le n'entend fait pas quand il qu'il s'exprime. puisse avoir raison et que j'avais forcément raison moi-même, bien entendu. J'entends son discours, mais j'ai un petit peu de mal à revenir sur un problème de corner qui date de la saison dernière et dont je ne vois pas du tout ce qu'il a à voir par rapport à ce que l'on a vu en cette saison. Ah ben il est juste moi, symptomatique d'un processus. Il est juste Oui, mais symptomatique d'un processus. C'est juste pour ça que je l'ai invoqué. C'est pas D'accord. pour revenir sur le passé. Ok. Moi, pour le moment, je ne sais toujours pas quelle est la part d'Emery dans ce que j'ai vu de bien et de mal la saison dernière et dans ce que je vois de bien aujourd'hui. J'attends, comme j'attends depuis un certain temps, et on me dit d'ailleurs qu'il faut attendre puisque c'est un long processus, et je pense que les choses vont se décanter au fur et à mesure de l'évolution de la saison. Voilà, c'est tout ce que j'ai à rajouter par rapport à Emery. Et en ce qui concerne les points forts, et Alves, effectivement, me semble quelque chose de très important dans cette saison. C'est non seulement par son apport en tant que joueur, mais aussi et peut-être surtout par son apport en tant que leader. On a entendu là des déclarations de joueurs disant que c'était lui l'aboyeur aujourd'hui, c'était lui qui n'hésitait pas à remuer Thiago Silva, c'était lui qui n'hésitait pas à replacer les joueurs. On a déploré l'année dernière qu'il nous manque un homme à poigne, un homme qui puisse être le relais du staff technique pour pouvoir faire passer des messages, pour pouvoir rameuter les troupes quand ça n'allait pas. Et je crois que c'est un apport très important. Et quand on parle de maillon fort, comment peut-on passer sous silence Neymar? Neymar va être forcément le joueur autour duquel l'équipe va être construite. On l'a pris pour ça. Aujourd'hui, il trouve sa place. Aujourd'hui, il commence à marquer son territoire. On a vu des actions absolument extraordinaires avec Neymar. C'est Neymar qui va être l'homme clé de cette fin de saison. C'est Neymar qui va être l'homme clé des saisons suivantes. Et c'est bien sûr autour de lui que le projet va continuer à grandir. Merci à toi, Olivier. J'ai le droit à une phrase, Jimmy. Si j'ai pas le droit, c'est pas grave. Une phrase, mais avec 3 mots. Alors, 3 mots, ce sera dur. Mais en gros, sur le dernier match, j'ai vu Rabiot replacer Alves, alors que d'habitude, c'est Alves qui replace. Alves replace Silva, replace beaucoup de monde. Et j'ai vu Rabiot replacer Alves. Et je me suis pris d'un fantasme, mais qui reste à confirmer, que peut-être finalement, on allait effectivement avoir notre Gérard au PSG. Merci à toi, Drayas. C'est très très beau. Du coup, si on refait un petit tour de table, Drayas, si toi tu avais un axe d'amélioration, le truc primordial pour toi à améliorer, tu as 1 minute, Drayas. Merci, Drayas. Tu veux que j'y aille à ta place? Merci, Drayas. Bon, ça veut dire qu'il y a rien à améliorer. Si ça t'ennuie pas que je passe après pour cela, je suis désolé. Basto, vas-y. Bon, à part le poste d'arrière gauche où on sait qu'on a des limites, je pense que c'est surtout une confirmation dans les prochains matchs pour voir si Draxler milieu est retesté, parce qu'on ne sait pas comment Draxler peut résister face à un pressing haut et un pressing consistant. Et on va jouer Monaco et Munich bientôt, même Nantes avec Ranieri, et j'espère qu'on aura Draxler là pour voir si la dernière interrogation qu'on peut avoir avec ce joueur, même si j'ai que peu de doutes. Très bien, merci à toi, Basto. Donc pour toi, plus une continuation qu'une amélioration. Exactement. Olivier, toi, qu'est-ce que tu as quelque chose à voir, une amélioration pour toi? Moi, je souhaite, comme Basto, que le virage contre Marseille se confirme. Et pour moi, un des tests de ce qui peut se passer dans la suite de cette saison, c'est le retour de Mota. Qu'est-ce qui va se passer au retour de Mota? Est-ce que on va reconstituer le 4-3-3 avec Mota, Rabiot, Verratti qui n'a pas vraiment fonctionné? Est-ce que on va continuer avec ce nouveau milieu redynamisé? Voilà, pour moi, c'est vraiment un tournant capital de la saison. Merci à toi, Olivier. Alors, Drayas, du coup, est-ce que tu as retrouvé des mots? Alors, j'ai retrouvé des mots. Plutôt qu'un axe d'amélioration, j'aimerais parler d'une satisfaction. Au début de saison, on était tous extrêmement inquiets pour le milieu. On était même littéralement flippés. On était en train de se dire, on a très bien recruté devant, mais au milieu, c'est la catastrophe. Dès qu'on va avoir un blessé, on n'a pas de remplaçant possible. À l'heure actuelle, effectivement, il y a l'interrogation Mota, et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Mais à l'heure actuelle, en supposant que Mota ne soit pas dans l'effectif,
On a Lo Celso qui est capable de remplacer ou Verratti ou Rabiot. On a Pastore qui est capable de remplacer Draxler. Et on n'a plus d'inquiétude liée au milieu. Reste l'interrogation, comment va s'intégrer Mota dans cette rotation? Merci à vous, mes amis. Et nous clôturons sur ce petit bilan de novembre sur le début de saison du PSG. Et je pense qu'on prend beaucoup de plaisir, vous et moi, mes amis. On va terminer par la rubrique préférée de Basto, la rubrique européenne. J'ai sélectionné pour vous des matchs qui ont fait parler ou des matchs sympathiques dans le week-end en Europe ou en France. Vous connaissez le principe, Olivier Basto-Drayas. Je cite votre nom, vous me dites ce que vous pensez de l'info que je vous donne en maximum une phrase, au mieux un mot. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis? Prêt. Ouais. Ready. Basto, Manchester City qui gagne 3-1 contre Arsenal. Logique, Guardiola face à Wenger, pas photo. Olivier. Guardiola, le meilleur entraîneur de l'époque. Drayas. Arsenal. Ok, merci à vous. Chelsea qui s'impose 1-0 contre Mourinho United. Basto. Alors 2 petits points, je vous invite tous à voir le but de Morata, sa tête décroisée est magnifique, Morata est indispensable, et sinon, Conte, sauvé, David Luiz écarté. Merci à toi, Olivier. Déçu par Conte globalement, définitivement. Drayas. Basto. Merci, c'est magnifique. Alors là, c'est une petite info générale, pas forcément un match, mais Naples qui galère, Juventus qui galère, mais qui lui s'impose. Du coup, un trio de tête Inter de Milan, Naples, Juventus très serré en Serie A, Basto. C'est pas un trio, c'est même 5 équipes qui se tiennent, je crois, en 3 ou 4 points. Oui, avec la Roma et la Lazio. Exactement, avec une moyenne de points qui est hallucinante. Je crois que le 5e en 12 matchs doit avoir 29 points, un truc comme ça, mais c'est ça hallucinant. Ok. Olivier. Olivier s'en fout. Drayas. D'habitude. Allô? Oui. Oui, la Vas-y, vie, comme d'habitude, est programmée pour les grands temps. Olivier, ton micro Non, déconne un tout petit Drayas, peu. vas-y. Ok. Sarri ne galère jamais, sauf contre Guardiola. Très bien, merci à toi, Drayas. Le Bayern Munich. il a pas été payé dans ce match. Hein. Il a vraiment pas eu de chance. Il y a eu énormément d'actions pour Naples et c'était plus douloureux que mérité le résultat. Le Bayern Munich qui s'impose 3-1 chez Dortmund. Basto. Dortmund très très médiocre avec le nouveau coach. Olivier, est-ce que tu es parmi nous? Deutschland über alles. Drayas. Je me souviens plus comment s'appelle le coach. Heinkens. Heinkens, pas encore au point. Très bien. Et nous terminons le quatuor de tête de Ligue 1. Basto. Le quatuor de tête de Ligue 1, rythme fou aussi en Ligue 1. Il n'y a jamais eu un rythme aussi fou. Même Nantes qui est 5e avec quasiment une moyenne de 2 points par match. Olivier. Vraiment, se dégage de cette L1 plus lamentable que jamais. Un quatuor tient encore la route. Drayas. Même nombre de points qu'il y a 2 ans, mais cette fois dans une ligue compétitive. Moi je suis avec toi, Drayas, je te soutiens. Et dernière petite info qui a fait un peu parler aujourd'hui. Basto, qu'est-ce que tu penses de Nabil Fekir qui enlève son maillot? Je m'en fous, moi j'ai envie de dire vive Bielsa. D'accord, ok. Olivier. Bravo Genesio. Et Drayas. J'aime la classe quand on gagne. Et juste pour toi, Basto, je l'ai pas sélectionné, mais Lille qui gagne 3-0 contre le dernier de Ligue 1. Bielsa sauvé et mon cœur est encore en vie, je suis content. Merci à vous les amis, et nous clôturons ainsi ce podcast. C'était un plaisir d'être avec vous, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec vous du PSG et à entendre mes fidèles experts débattre autour de thèmes. Vive vous mes amis, vive toi Olivier, au revoir Olivier. Pourquoi au revoir? Parce qu'on finit le podcast. Au revoir les copains. Basto. Merci à vous tous, encore un plaisir partagé, à bientôt.
Arias. Bielsa à toi, Jimmy. Bielsa à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bon podcast. Merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine avec peut-être une surprise. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut, salut.